Que s'est-il vraiment passé à la ferme Gilad vendredi dernier? La plupart des reportages ont porté sur les conséquences, mais l'histoire complète révèle une vague de terrorisme coordonné qui a commencé bien avant les gros titres. Aujourd'hui, nous rétablissons la vérité sur les faits. Pourquoi c'est important et ce que cela nous apprend sur la menace sécuritaire croissante en Judée et Samarie. Bienvenue à nouveau sur Judéacation, ici sur JNS TV. Mes amis, il semble que soyons au cœur d'une nouvelle vague de terrorisme en Judée et Samarie. Ce vendredi dernier, il a été permis de publier que Ben Binyahu Melt, âgé de 32 ans, que Dieu venge son sang. Un résident de Havad Gilad, un membre de l'équipe d'intervention d'urgence de la communauté, ainsi qu'un soldat réserviste de Tsahal, a été assassiné lors d'une attaque meurtrière par balle. De plus, l'officier de Tsahal, le lieutenant Yuval Ezra, a été tué en défendant les Juifs de la région. Que Dieu venge son sang. Tout a commencé quand Ben Binyahu est venu aider des randonneurs attaqués par des terroristes arabes dans la région. Pendant les opérations de secours, il a été abattu et tué sur place. Ben Binyahu a laissé derrière lui sa femme Esther et deux filles âgées de 12 et 13 ans. Tsahal indique que les terroristes ont réussi à voler l'arme de Ben Binyahu lorsqu'il les a affrontés et l'ont assassiné sur place. Les soldats ont réagi et ont éliminé le terroriste. Il s'agissait d'un horrible acte de terrorisme meurtrier. Malheureusement, je dois sans cesse modifier mes notes pour cette émission car il y a eu de plus en plus d'attaques cette semaine. Nous adressons nos condoléances aux familles. Juste un jour plus tôt, jeudi, des terroristes arabes ont attaqué des volontaires qui tentaient d'éteindre les flammes d'un incendie volontaire qu'ils avaient allumé. Voici ce qui s'est passé. Des terroristes en Samarie jeudi, qui était le jour de Tisha B'Av, lorsque les Juifs jeûnent en deuil des calamités à travers l'histoire, y compris la destruction de nos deux temples à Jérusalem, a délibérément déclenché un incendie à la ferme d'Erach Avraham près d'Elon Moré en Samarie. Le propriétaire de la ferme, Itamar Cohen, ainsi que d'autres bénévoles, se sont précipités sur les lieux afin de tenter d'éteindre l'incendie. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été attaqués par des Arabes armés de couteaux. Cohen a été poignardé plusieurs fois. L'un des volontaires, faisant preuve de sang-froid, a tué deux des terroristes arabes, empêchant ainsi un carnage encore plus grand. Cohen a été évacué en hélicoptère à l'hôpital dans un état grave. Sa femme a indiqué qu'il était conscient, mais qu'il souffrait énormément. Les forces de sécurité israéliennes ont encerclé le village voisin de Beit Furik sous l'autorité palestinienne et ont mené des opérations pour retrouver les responsables. Le chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, s'est rendu sur place, qualifiant l'incident d'attentat terroriste grave. Il a accusé l'autorité palestinienne d'inciter à la violence et a exhorté le gouvernement israélien à répondre, je cite, d'une main de fer. L'enquête sur cette attaque est toujours en cours. Donc encore une fois, des incendiaires arabes ont déclenché un incendie. Ils savent que les Israéliens vont arriver pour éteindre les flammes et ensuite ils ont lancé une attaque au couteau. Nous avons déjà vu cela auparavant. Combien de fois les Arabes ont-ils mené des doubles attentats suicides au début des années 2000, sachant que lorsque la première bombe explosait, les secours arrivaient pour tenter de sauver des vies? À leur arrivée, les Arabes faisaient exploser une autre bombe. Le but est de provoquer autant de carnage que possible. C'est la même stratégie malsaine ici, avec l'incendie et l'attaque au couteau qui a suivi. Le même jour, jeudi dernier, une soldate de Tsahal a été légèrement blessée dans le nord de la Samarie lors d'une tentative de poignardage. Quelques heures plus tard, un autre soldat a aussi été légèrement blessé à Gush Etzion lors d'une tentative de poignardage. Et puis, il y a ce qui s'est passé le dernier Shabbat. Un incendie massif a ravagé cette même communauté, la ferme Gilad, Havad Gilad, détruisant 15 maisons, 10 entreprises et plus de 30 structures. Les infrastructures communautaires ont été endommagées. 100 familles ont été évacuées en plein Shabbat. Au total, 41 équipes de pompiers et de secours soutenues par des forces supplémentaires sont intervenues sur les lieux pour tenter d'éteindre l'incendie et ils tentaient de maîtriser complètement l'incident. Les responsables locaux ont affirmé dès le départ que l'incendie n'était pas un simple accident, mais qu'il s'agissait d'un incendie criminel, en d'autres termes, du terrorisme incendiaire.
Une équipe d'enquête a rendu une conclusion préliminaire indiquant que l'incendie avait pris naissance à un seul point d'allumage, après qu'un mégot de cigarette ait été jeté d'un véhicule sur le bord de la route, enflammant la végétation sèche. L'enquête se poursuit, mais 2 suspects ont été arrêtés. Et qui étaient ces suspects? Des officiers de l'autorité palestinienne. Et qu'avons-nous appris d'autre? Les 2 suspects sont membres de la famille Joma, une famille de terroristes qui réside dans le village voisin de Kafar Kadoum. Un parent des deux, Shadi Joma, faisait partie de la cellule terroriste qui a assassiné Yehuda Zoldan, de mémoire bénie, il y a environ 19 ans. Shadi était également officier de police de l'autorité palestinienne au moment de l'attaque et a été détenu en détention administrative par l'AP pendant 19 ans avant d'être récemment arrêté par les FDI. Maintenant, nous devrions attendre la fin de l'enquête complète pour déterminer ce qui s'est passé ici concernant l'incendie. Je vais risquer de dire qu'il s'agit d'une attaque terroriste par incendie criminel. L'objectif est clair: incendier la terre d'Israël et essayer d'assassiner autant de Juifs que possible. Dans ce cas, l'administrateur de la ferme Gilad a qualifié de miracle le fait qu'aucun résident n'ait été blessé, bien qu'un pompier ait été modérément blessé en luttant contre l'incendie. Les dirigeants communautaires, y compris le chef du conseil régional de Shomron, Yossi Dagan, promettent que la ferme sera reconstruite, plus grande et meilleure que jamais, et que les déplacés par l'incendie rentreront vite chez eux. Entre-temps, une campagne de financement participatif a été lancée et des millions de dollars ont été récoltés en peu de temps pour soutenir les familles déplacées. Et comme Dagan l'avait averti, s'adressant à ceux qui ont déclenché l'incendie et à ceux qui ont tenté de nuire à l'État d'Israël et au peuple juif, vous ne nous briserez jamais. J'attends une justice rapide contre ceux qui ont mené cette attaque et des autres attaques que je viens de décrire. Tandis qu'Israël doit agir pour créer une véritable dissuasion afin de prévenir ce type d'attaque incendiaire à l'avenir. Surtout pendant ces mois d'été chauds et secs, les amis, je ne sais vraiment pas quoi dire. Pour moi, cela ressemble à une vague de terrorisme en Judée et Samarie. Je prie pour que nos dirigeants ici, dans l'État d'Israël, agissent rapidement avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Je sais que les hommes et les femmes courageux de Tsahal sont prêts à faire face à la menace. En fait, Tsahal a annoncé une vaste opération antiterroriste en Samarie à la suite de l'attaque près de Havat Gilad, lors de laquelle des terroristes palestiniens ont tué 2 Israéliens et en ont blessé 6 autres. Tsahal renforçait les troupes et reportait les permissions des soldats dans toute la région afin de faire face au problème. Jusqu'à présent, 70 suspects recherchés pour terrorisme ont été arrêtés. Nous prions pour la sécurité des hommes et des femmes courageux de Tsahal qui mènent cette opération et nous protègent d'ici en Israël. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On continue? Saviez-vous que l'autorité palestinienne dispose de ce que certains experts décrivent comme une armée d'environ 70 000 hommes armés? Selon mon bon ami Maurice Hirsch, directeur de l'initiative pour la responsabilité et la réforme de l'autorité palestinienne au Centre de Jérusalem pour la sécurité et les affaires étrangères, les forces de sécurité de l'autorité palestinienne ont largement outrepassé les limites fixées par les accords d'Oslo. Hirsch précise qu'elle ne devait avoir qu'une police restreinte pour l'ordre public. Au lieu de cela, il soutient qu'elle s'est transformée en une force militaire lourdement armée, avec des dizaines de milliers d'armes, des véhicules blindés et même des armes lourdes. Pour mettre la menace en perspective, Hirsch fait remarquer qu'environ 6000 terroristes ont envahi Israël lors du massacre du 7 octobre. Il affirme que les forces armées en Judée et Samarie aujourd'hui sont environ 10 fois plus importantes. Il prévient aussi que les zones les plus peuplées d'Israël sont à seulement 14 à 22 km des territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne, ce qui signifie que des millions d'Israéliens seraient à portée si ces forces venaient un jour à se retourner contre l'État d'Israël. Selon le rapport de Hersh, les forces de sécurité de l'autorité palestinienne ont augmenté de 400% depuis la seconde intifada ou la guerre d'Oslo et comptent désormais environ 70 000 membres, et cela malgré les accords de l'époque d'Oslo qui limitaient la force à environ 30 000 hommes. Hersh conclut qu'Israël devrait cesser de considérer ses forces comme un service de police et plutôt les voir comme une menace militaire potentielle et appelle à leur démilitarisation, un contrôle plus strict et la fin de la formation militaire financée par l'étranger. Hirsch a tout à fait raison.
Nous ne pouvons pas ignorer cette réalité. J'ai soutenu qu'Israël doit se retirer complètement des accords d'Oslo. Au minimum, Israël devrait faire appliquer ce qui existe déjà. En fin de compte, nous ne pouvons pas continuer à ignorer cette armée à notre porte. Palestinian Media Watch a déclaré cette semaine que parmi les Israéliens, le lynchage de 2 soldats israéliens par une foule arabe à Ramallah en octobre 2000 est probablement l'un des incidents les plus mémorables et horrifiants de la campagne de terreur de 5 ans de l'autorité palestinienne, connue comme la Seconde Intifada, de 2000 à 2005. La photo tristement célèbre d'un Palestinien montrant à la foule ses mains ensanglantées depuis la fenêtre est connue de tous les Israéliens. Dans l'autorité palestinienne, les meurtriers et autres auteurs du lynchage de Ramallah sont encore célébrés et honorés par les responsables de l'autorité palestinienne, même 26 ans plus tard. Parmi les personnes récemment libérées figurait Zayad Hamouda, qui a participé au lynchage des réservistes israéliens Vadim Nourkitz et Yossi Avrami. Il a été libéré dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas en janvier 2026. Rappelons qu'après que les 2 soldats de Tsahal soient accidentellement entrés à Ramallah, une foule les a saisis et les a emmenés dans un poste de police de l'autorité palestinienne où ils ont été torturés, assassinés et leurs corps mutilés. Hamouda était celui qui a mis le feu au corps de Nourkitz. À sa libération, de hauts responsables de l'autorité palestinienne ont accueilli et félicité Hamouda. Parmi eux se trouvait la gouverneure du district de Ramallah, Leila Ghanem, qui a déclaré qu'elle était honorée de l'accueillir et a décrit les terroristes emprisonnés comme, je cite, un phare guidant notre peuple. PMW a documenté le soutien et la fierté de l'autorité palestinienne envers les actions des terroristes héroïques et des meurtriers des 2 soldats israéliens lors du lynchage. Regardons cet extrait. Je suis actuellement avec la famille du prisonnier héroïque Abes Biout, condamné à perpétuité dans les prisons de l'occupation. Je suis maintenant dans la maison du prisonnier héroïque Mohamed Nouara, condamné à perpétuité. Que Dieu libère Mohamed. Mashallah, il a un fils qui est comme une fleur et il nous rend fiers. Je suis fier d'avoir un frère comme Mohamed. Nous levons la tête grâce à lui et nous sommes fiers de lui. Nous sommes arrivés à la maison du prisonnier héros Jawad Abou Karaha, aussi condamné à perpétuité. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à tous nos prisonniers, la liberté totale. Il existe de nombreux autres exemples montrant comment l'autorité palestinienne fait l'éloge et honore comme des héros des terroristes ayant du sang sur les mains. La réalité, c'est que c'est la société qui vit parmi nous, ici, en Judée et Samarie, pas là-bas à Gaza, mais juste à côté. C'est une direction qui fait l'éloge du terrorisme et qui paie les terroristes. C'est un groupe qui dispose de milliers de soldats censés lutter contre le terrorisme. Pourtant, comme cela a été mentionné il y a seulement quelques minutes concernant la ferme Gilad, ils ne combattent pas le terrorisme. Ce sont eux-mêmes les terroristes. Et c'est quelque chose avec lequel Israël devra peut-être composer lorsque la situation se calmera sur le front iranien. Pour ceux vivant en Judée et Samarie, restez éveillés et restez vigilants car c'est notre réalité ici. Passons à autre chose. Les Pays-Bas ont annoncé cette semaine qu'ils interdiront dès le 22 septembre les importations provenant de ce qu'ils appellent les colonies israéliennes en Cisjordanie, rejoignant ainsi l'Irlande et la Belgique. Et l'Espagne parmi les pays de l'Union européenne qui ont imposé des restrictions au commerce avec les colonies qu'ils considèrent comme étant en territoire occupé. Tous ces pays reconnaissent également un soi-disant État de Palestine. Selon les rapports, l'interdiction s'appliquera à l'importation, l'achat et la vente de biens provenant des colonies israéliennes illégales situées dans les territoires palestiniens, selon leur ministère. Encore une fois, il s'agit d'une interdiction visant uniquement les produits juifs et uniquement en fonction de leur origine géographique. Les Pays-Bas accueillent volontiers les produits juifs venus d'Amsterdam, Paris ou New York, mais pas les produits juifs fabriqués en Judée. La décision qualifie toute la région de territoire palestinien en ignorant le fait qu'Israël exerce son autorité dans la zone C. Soyons clairs, c'est toute la terre d'Israël. Mais pour l'instant, l'interdiction s'applique à toutes les zones, y compris celles qui, selon les accords internationaux, sont sous contrôle israélien total.
La décision n'a pas été prise pour aider les Arabes, car les Arabes travaillant dans des entreprises israéliennes en Judée-Samarie seront les premiers à perdre leur emploi si cela affecte les résultats financiers d'une entreprise. Non, la décision a été prise pour cibler Israël et les Juifs. Les Pays-Bas n'imposent pas d'interdiction sur les produits provenant d'aucun autre pays au monde impliqué dans un quelconque différend territorial. Maintenant, soyons clairs. Ce à quoi Israël est confronté n'est pas un conflit territorial, c'est un affrontement entre les valeurs judéo-chrétiennes et ceux qui adhèrent à un culte de la mort djihadiste. Mais cela n'a rien à voir avec le sujet. Les Pays-Bas considèrent cela comme un conflit territorial et ont pris parti sur la base d'un récit mensonger. Et c'est pourquoi l'UE, depuis près de 2 décennies, construit des maisons illégales pour les Arabes dans la zone C. Le but est de chasser les Juifs et de créer un soi-disant État palestinien. Comme nous le savons très bien, une telle entité représenterait une menace existentielle pour l'État d'Israël. Mais tant que vous n'achetez pas de cerises de Gush Etzion ou de vin de Shiloh, c'est pour ça qu'on n'a pas la paix, non? Honte aux Pays-Bas et à tous les autres pays qui discriminent l'unique État juif. Voici une autre histoire qui soulève de sérieuses questions sur le rôle de l'Union européenne en Judée et Samarie. Selon le groupe de surveillance israélien Regavim, un complexe récréatif illégal de l'autorité palestinienne financé par l'UE a récemment été découvert sur des terres appartenant à l'État d'Israël dans la zone C. Cela se trouve près de la communauté rétablie de Sanour, dans le nord de la Samarie. Le site comprend une grande porte d'entrée, une route d'accès, une aire de jeu, des bancs et d'autres installations publiques. Regavim affirme que des panneaux officiels sur place identifient l'Union européenne comme le financeur du projet. L'organisation soutient qu'il s'agit d'une stratégie plus large visant à créer des faits accomplis sur le terrain en étendant la construction palestinienne illégale dans toute la zone C. Regavim souligne également ce qu'il qualifie d'hypocrisie flagrante. Il y a seulement quelques semaines, l'Union européenne a imposé des sanctions à Regavim elle-même, accusant l'organisation d'utiliser le système judiciaire israélien pour contester les constructions palestiniennes illégales. Maintenant, Regavim affirme que l'Union européenne finance simultanément des constructions illégales sur des terres appartenant à l'État d'Israël tout en punissant ceux qui les dénoncent. Le groupe appelle les autorités israéliennes à démolir le complexe et à faire appliquer la loi israélienne dans la zone C. Et c'est vraiment ça, l'essentiel, faire appliquer la loi, empêcher l'UE d'enfreindre la loi en finançant des projets illégaux afin de créer un État terroriste au sein de notre pays. Mais c'est finalement ce qui va se passer si l'UE et d'autres obtiennent gain de cause. Une histoire soulève de graves préoccupations de sécurité à Jérusalem. La police israélienne a arrêté 17 résidents illégaux de l'autorité palestinienne originaires de Judée et Samarie après qu'ils ont été découverts vivant dans une école du quartier de Beit Safafa à Jérusalem. Selon la police, le groupe avait aménagé une partie de l'école en logement, avec des lits, des matelas, des douches et des effets personnels. La découverte a eu lieu après que des parents inquiets ont alerté les autorités concernant des activités suspectes lors d'une colonie de vacances à l'école. Les responsables de l'école estiment que les hommes étaient cachés dans le bâtiment depuis 10 jours au maximum avant d'être découverts lors d'une patrouille de sécurité de routine. Les 17 suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue pour interrogatoire. La police affirme qu'elle applique une tolérance zéro envers le séjour illégal et l'intrusion, surtout dans les établissements fréquentés par des enfants, et ils promettent de continuer à faire respecter la loi pour protéger la sécurité publique. Dieu merci, ils ont été arrêtés et personne n'a été blessé. Et enfin, cette semaine, finissons avec quelques bonnes nouvelles. Une communauté juive s'installe dans le nord de la Samarie. 12 familles pionnières se sont installées à Ebal, une communauté nouvellement établie sur le mont Ebal, juste au nord de Shechem. Parmi eux se trouvent Noam et Naïma Ozri, qui ont quitté la communauté de Piduel pour aider à construire ce qu'ils espèrent devenir un jour une ville de 600 familles, malgré la vie dans des caravanes temporaires sans eau courante, gaz ou routes goudronnées. Les familles affirment qu'elles sont déterminées à renforcer la présence d'Israël dans cette zone stratégiquement importante. La communauté comprend déjà une yeshiva agricole avec 15 étudiants et l'électricité est actuellement fournie par l'énergie solaire. Noam dit que cette initiative concerne plus que la simple construction de maisons. Il a dit que le peuple juif a attendu et prié pour cela pendant 2000 ans. Il a aussi noté que la synagogue d'Ebal est alignée de façon unique vers le tombeau de Joseph et le mont du Temple à Jérusalem.
Le Conseil régional de Samarie envisage Ebal comme l'une des plusieurs nouvelles communautés visant à renforcer l'emprise d'Israël sur le nord de la Samarie. Noah Moseri a ajouté: c'est la preuve que la rédemption est en marche. Et c'est tout pour cette semaine de judaïcation. Un grand merci à la productrice Barbara Aminoff, l'ingénieur Erwo Galanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz et le responsable Yuri Sveritsky et la monteuse vidéo Olga Senatov. Découvrez toute la programmation incroyable sur JNS Aaron Vogelanter. Merci et abonnez-vous. Et bien sûr, retrouvez toutes les dernières actualités d'Israël et du Moyen-Orient sur jns.org et du monde juif entier. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Judaïcation uniquement sur JNS TV.